fois tu es seul à faire ton fitness, ton activité, et puis après tu rentres chez toi, tu bouges, tu rentres chez toi. L'escalade, il y a un temps après où tu manges, tu bois, tu échanges. C'est un peu les tiers-temps. L'escalade, c'est un tremplin, c'est un tremplin vers l'extérieur, mais le tremplin il est naturel avec des amis que tu rencontres à la salle. Pour être champion, il faut se remettre en cause. À chaque fois, même si tu as gagné la compète 15 jours avant, la compète d'après, tu n'es pas sûr d'aller en finale. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, j'accueille François Petit qui est à la tête du réseau Climb Up. Ce sont des salles d'escalade. Je suis très content d'ouvrir un podcast avec à la manière justement d'une voie d'escalade sur ce sujet-là que je voulais aborder depuis pas mal de temps. Gros succès, gros développement en France et ailleurs depuis des années. Climb Up, c'est 30 salles. François, c'est un INSA aussi comme moi. Il est sur Lyon et il va nous expliquer un petit peu voilà, comment il a créé tout ça. C'est surtout un champion d'escalade à la base. Et voilà comment il a créé, comment il a développé. On va parler d'expérience grimpeur, d'expérience client dans ces lieux qui sont aussi des lieux de vie. Donc voilà, très content de t'avoir. J'espère que ça va. On est un mardi après-midi à Lyon en juin. Merci, ouais. Ça va. Dis-nous un petit peu, alors François, qui es-tu pour commencer ce podcast? Champion d'escalade, ingénieur, repris le mur de Lyon en 2007. Voilà, enfin, je fais une petite intro. Oui. Raconte-nous d'où tu viens et qui tu es. Alors je viens plutôt effectivement des montagnes d'Albertville en Savoie où on a déjà eu les Jeux Olympiques en 1992. Je me rappelle bien parce qu'on avait même loué notre maison à des ministres russes à l'époque, donc j'avais vu pas mal d'épreuves de ski de fond, de patinage. J'ai commencé à faire de la montagne, donc le Mont Blanc à 10 ans, l'escalade à 12 ans. Par les premières compétitions, j'avais fait deuxième à des championnats de France en Benjamin, et ensuite l'année d'après en minime, où j'ai gagné à Gigondas sur les dentelles de Montmirail. Et voilà, j'ai gagné 3 ou 4 fois de suite les championnats de France jeunes, et puis les championnats de France seniors à 16 ans, en 1991. Et ensuite, champion du monde en 1992 jeune, en tant que cadet. Champion du monde en 94, c'est pareil, c'était chez les juniors. Et les champions du monde seniors en 1997. Et j'ai commencé à ce moment-là de travailler dans les salles d'escalade. En 1987, c'était la salle de Murmure Lyon qui ouvrait. Okay. Et j'ai commencé à ouvrir des blogs, des voies, avec mon équipe de l'INSA. On était 4-5 étudiants à l'INSA. Et on venait ouvrir un jour par semaine à cet endroit-là. Voilà. Ouvrir, cool. Du coup, c'est créer des voies, créer des parcours, c'est ça? C'était créer des voies, effectivement. On était avec des cordes et on mettait des prises effectivement sur les voies ou sur les blocs pour faire des parcours. À l'époque, il y avait encore des parcours, des circuits. Et ensuite, on a créé des blocs, des vrais blocs. Mais à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas encore de compétition de blocs. Ça a été c'est vraiment né dans les années 2000. Sur les championnats du monde de blocs, les premiers c'est en 2001. Voilà. Ok, ouais. Bloc, c'est sans assurage, il n'y a pas de corde. Tu grimpes juste à la force des bras et sans assurance. Et ensuite, un matelas, il y a un tapis de 40 cm. Voilà. Ouais. C'est ça. Comme ça, si tu tombes, tu te fais pas mal. Un tapis de réception, ouais. Exactement. Et après, il y a la voie où tu es assuré avec un ami, une amie qui a ta vie entre ses mains un petit peu. Aujourd'hui, tu as même des systèmes d'auto-assurage, non? Si je dis pas de bêtises. C'est ce que j'allais dire. Donc, les voies, effectivement, c'est le plus généralisé. Hein. C'est 2 personnes, un assureur, un grimpeur. Mais maintenant, il y a des systèmes d'auto-enrouleurs qui assurent, qui avalent. C'est une sangle, hein, et puis dès que tu tombes ou dès que tu arrives en haut, elle te descend doucement jusqu'en bas. Mais c'est vrai que nous, pour Climb Up, c'est essayer de grimper ensemble, de mettre en relation les gens. C'est quand ils sont en relation qu'ils reviennent, parce que nos salles sont des lieux de vie, et on essaye effectivement de faire des cours collectifs, que les gens se mettent à plusieurs. C'est comme ça qu'ils vont revenir. Quelqu'un qui fait tout seul son sport, en général, il prend pas des bonnes habitudes, et puis le lien humain est moindre. Voilà, donc on est plutôt des lieux de vie où les gens viennent pour boire un coup, discuter, échanger et grimper. Des fois, c'est presque un prétexte. On dirait que c'est presque mieux de dire on a rendez-vous à Climb Up au lieu de dire on a rendez-vous au bar du 7e. Même si c'est autant de bière qu'au bar, je pense, du 7e arrondissement.
On va y revenir là-dessus, on va y revenir justement, ça m'intéresse de creuser dans ce sens. Toi, ton parcours du coup sportif, tu dis que tu as été initié jeune, mais au final, l'escalade à 12 ans uniquement, c'est ça? C'est entre guillemets Bah, tard pour maintenant, un enfant, c'est pas mais très jeune. J'ai pas dit que c'était ouais, jeune. J'ai commencé à 12 ans et maintenant c'est tard pour un ouais, jeune. Un jeune qui commence à 12 ans, il aura très peu de chances d'être un champion en escalade. C'est vrai qu'ils commencent maintenant à 2-3 ans et puis ils sont très très forts. À 12 ans, ils font déjà du 9A pour certains ou du 8C. Voilà, moi, le maximum, c'était 8C plus que j'ai atteint en 1995. Voilà, maintenant, donc ils sont à 9B, 9B plus. Mais ouais, en tout cas, c'est une activité vraiment qui s'est développée chez les jeunes. Il y a plein de, de collégiens, de lycéens. Donc on a rabaissé la limite d'âge pour venir d'une façon autonome, on va dire seul, sans les parents, hein, de 18 à 16 ans dans nos salles d'escalade. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent venir avec d'autres copains. Donc c'est vraiment un sport qui s'est rajeuni et qui s'est féminisé. Voilà. ok. Ça, tu l'as vu du coup depuis les années 90. Tu nous disais, si on reprend un peu le fil, que tu as été chez Murmure Lyon, donc là tu étais ouvreur, tu Hum. étais encore à l'INSA, donc enfin tu étais en études, donc école d'ingénieur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu continues Bah, j'étais là-bas encore athlète effectivement, champion national. J'ai encore fait troisième au championnat du monde en 2001. C'est là où j'ai terminé mes études, hein. Alors j'ai fait des études d'ingénieur à l'INSA, mais en sport-études. J'ai mis 7 ans au lieu de 5 ans. Ok. Et effectivement, à la fin de mon cursus scolaire, j'ai fait un projet de fin d'études et un stage de fin d'études à Murmure à l'époque pour concevoir une salle d'escalade et ensuite essayer de la commercialiser, de la vendre. Et c'est juste 7-8 ans après que je l'ai créé réellement à Aix-en-Provence. C'était mon premier vrai bébé avec Climb Up Aix-en-Provence. Mais c'était un moment, effectivement, je faisais des études, je faisais des compétitions et je continuais d'ouvrir des voies ou des blocs à Gerland. Et c'était des bons moments, alors un peu hyperactif, hein, je suis toujours un peu hyperactif à faire beaucoup de choses, mais en tout cas c'était une belle dynamique. Et ça m'a permis d'être reconnu, en tout cas dans le monde de l'escalade, en tant que champion du monde, en tant qu'ingénieur, donc plutôt technique, ingénieur, à concevoir des bâtiments. Voilà, à l'INSA, j'ai fait mécanique de construction, donc Ok. c'est un peu adapté à ce que je fais actuellement. Ok, super. Et donc là, tu me dis que pendant voilà, 6-7 ans, tu étais dans les compétitions d'un côté, Mm. à Gerland, donc à Lyon, pour faire ouvreur. Mm. Et tu as maturé le concept d'ouvrir Climb Up entre-temps, c'est ça? C'est ton... Pas vraiment, en fait, c'est petit à petit que j'ai eu l'envie de travailler dans les salles d'escalade. Alors, je passais pas du temps beaucoup en compétition. Les compétitions, il y a une dizaine dans l'année, hein. Je passais plus de temps à Gerland, à la salle d'escalade, à m'entraîner et à ouvrir un petit peu, hein. Mais on ouvrait plutôt un jour par semaine, mais on s'entraînait plutôt 5-6 fois par semaine. Donc, je passais mes soirées ou mes matinées à la salle de Gerland. Des fois, on faisait 2 séances d'entraînement dans la journée. Euh, mais c'est là où j'ai vu que c'était quand même agréable. Et moi qui suis passionné d'escalade, voilà, j'ai envie de proposer à tous escalade. Plutôt maintenant passionné pour transmettre cette envie de grimper. Et je voyais que les salles d'escalade, c'est vraiment un outil, en tout cas un lieu où les gens peuvent grimper toute l'année. Au début, c'est vrai que c'était plutôt des grimpeurs, des bons grimpeurs qui venaient s'entraîner l'hiver, l'automne, l'hiver pour aller en falaise le printemps, l'été. Et maintenant, c'est vraiment un sport à part entière où les gens se font un fitness à la verticale. Voilà, ils passent un bon moment. L'objectif, c'est pas vraiment de progresser, c'est pas de s'entraîner. À 80%, c'est de passer un bon moment, leur bien-être physique. Et dans les années 90, c'était pour certains français, hein, c'était de faire de la muscu, d'avoir des gros muscles. Et maintenant, c'est plutôt d'être fit, d'être assez fin, d'être bien dans sa peau, bien dans son corps. Et l'escalade, c'est le sport vraiment idéal pour être bien dans sa peau, bien son corps, bien dans sa tête. Parce que quand tu grimpes, en fait, tu ressens effectivement tes équilibres, tes sensations au niveau des mains, des pieds. Tu oublies tous tes problèmes. C'est un peu comme le yoga ou la sophrologie où tu es en respiration, tu es en détente, alors même si des fois il faut crisper des petites prises, mais tu peux pas réfléchir à ton boulot, à tes problèmes, comme Ah quand tu oui, es en non, vélo, non. quand tu Là, tu cours. réfléchis à ta vie et au fait de pas tomber. Mais là, en tout cas, voilà, après une séance d'escalade de voix, en tout cas, tu es apaisé, tu es relaxé, et j'ai de plus en plus besoin de ça, en tout cas, ça me manque quand je ne grimpe pas. Voilà. Après, le bloc, c'est un peu plus intense, plus dynamique. Effectivement, tu fais un essai qui dure 5-10 secondes, puis après tu te reposes 3-4 minutes ou 5 minutes.
Et des fois, il y a beaucoup de monde qui attend. Il y en a un qui grimpe, il y en a 10 qui regardent. Donc c'est un peu différent. Mais, voilà. Et puis là, ça s'est féminisé aussi. C'est-à-dire qu'on est passé de, on va dire, 65% d'hommes à 52-55% d'hommes en fréquentation. Avec les voix, surtout, qui attirent aussi les femmes. C'est égal, les voix. Le bloc, c'est toujours un peu plus intense, plus physique. Et donc, les hommes sont un peu plus rapidement doués. Et des fois, les femmes sont plus douées dans des murs verticaux, dans des dalles. Elles grimpent d'une façon plus légère, plus équilibrée. Elles forcent moins, elles sont plus sur les pieds. Donc, elles arrivent mieux à grimper que des garçons quand ils commencent. Ok, génial. Merci pour les explications. Moi, j'ai une question, c'est que tu, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'était vraiment différent à l'époque, donc années 90 et années 2000, où tu avais donc des salles plutôt d'entraînement, pas de restauration sur place, pas de bière, comme tu disais. C'était du sport pur, comme un gymnase, avec des sportifs, des pros, ou en tout cas voilà, des passionnés de l'escalade, on va dire, pur qui venaient. Je dis pas que ce qui est fait aujourd'hui, c'est pas pur, mais comme tu dis, c'est plus pour s'amuser, pour se détendre, faire du bien à son corps. Et donc là, toi, tu as vu l'opportunité et surtout l'envie personnelle, c'est ce que je paraphrase, d'ouvrir ça à tout le monde. Et c'est là d'où est venu, c'est ça, Climb Up. Oui, c'est effectivement de vivre dans la salle, de grimper, de m'entraîner, et je voyais qu'il y a de plus en plus de monde, que les gens étaient super contents et très intéressants. C'est un milieu très cultivé, des gens intéressants, on peut échanger, et j'avais envie effectivement de dupliquer un moment ça. À l'époque, quand je faisais mes études d'ingénieur, c'est plutôt travailler chez Petzl. J'avais fait mon stage, le début de mes études chez Petzl, et j'aime toujours Paul Petzl et ce qu'ils font. Mais c'est vrai que ces lieux de vie, j'avais envie de les gérer et de les dupliquer. Donc, au début, j'étais responsable du développement quand j'ai terminé mes études pour concevoir des nouvelles salles d'escalade. Et ensuite, en même temps, je m'occupais de la partie technique des salles de Paris, de 3 salles de Paris, mur, de celles de Lyon aussi. Et ensuite, je suis revenu plutôt à Lyon comme directeur et c'était aussi un très bon moment parce que j'organisais, j'avais mon équipe, on était une petite dizaine et j'étais le chef d'orchestre. Voilà, on faisait avancer la salle. Et c'est ça qui m'a amené à reprendre le mur de Lyon en 2011. J'étais directeur depuis 2007, mais en 2011, je reprends la société en créant Climb Up et avec l'idée de créer une nouvelle salle d'escalade une fois par an, enfin chaque année. Et au lieu d'une, ben, on est passé à 2, 3, 4, jusqu'à 7 salles d'escalade en 2019. Après, il y a des rachats dans les 7 salles. Sur 2021, pendant le Covid, on a ouvert 6 salles d'escalade, de très très grandes salles. Et voilà, donc c'était le développement de salles d'escalade pour prendre une part de marché importante et faire découvrir l'escalade dans des lieux différents et novateurs. À Bouc-Belair, on était les premiers à proposer du fun climbing, c'est des murs d'escalade avec des autorouleurs, mais pas vraiment des murs d'escalade, c'est plutôt des ateliers ludiques, créatifs, où les enfants ou des adultes pour des séminaires s'amusent à être en équilibre sur des jeux verticaux. Voilà, on était les premiers. Après, on l'a dupliqué à Mérignac, à Angers, à Mulhouse et puis à Aubervilliers. Et une salle à l'Équin qu'on a reprise aussi vers Lille, où on propose ça. Donc c'est innovateur. Après, on a aussi une sorte de panneau pour les enfants où on a les prises lumineuses qui sont tactiles, c'est-à-dire que dès qu'ils touchent une prise, tu as l'autre prise qui s'allume en fonction de tracés qui sont déjà préenregistrés. Voilà, on va mettre une kilterboard à Aubervilliers cet automne. Une quoi? Kilterboard, c'est des espaces d'entraînement avec des prises aussi lumineuses, mais d'entraînement spécialisé, plutôt pour les experts. On avait déjà mis une moonboard à Lille ou sur une autre salle, mais donc il y a différents types effectivement de panneaux qui se développent, qui sont voilà, des fois c'est des effets de mode, mais et puis il y a des panneaux. Dans ces salles, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est ça qui m'intéresse en termes d'expérience et on parlait donc du kiff, de l'expérience client, du plaisir qu'on prend à venir donc chez Climb Up ou en tout cas dans le milieu de l'escalade. Qu'est-ce qui a fait le succès? Qu'est-ce qu'il fait encore? Là, tu me parles du coup de nouveautés qui sont arrivées au fil des ans, mais le concept originel, qu'est-ce qui n'a pas bougé ou qu'est-ce qui a entre guillemets légèrement évolué, qui font le succès et qui font kiffer justement tous les gens qui viennent chez vous. Une aparté, tu vois, moi j'ai souvent eu, on se l'était dit quand on s'était au téléphone,
Moi, j'ai souvent des personnes qui m'ont dit, nous, on vient pour télétravailler, on vient avec les enfants, parce que chez Climb Up, justement, on passe un bon moment, les enfants peuvent grimper, ou on peut grimper de temps en autre, on a du bon café, on peut se poser, et justement, c'est ce que tu disais par rapport au lieu de vie. Mais comment tu l'as pensé, tu vois, et comment ça a Alors, évolué, pardon. c'est vrai que ça a évolué, ce que je disais, c'est des lieux de vie. Et avant, c'était des salles pour les grimpeurs, pour les puristes. Ils venaient, ils se changeaient même pas dans les vestiaires, hein, donc il n'y avait pas besoin de vestiaires de haute qualité. Ils grimpaient, ils changeaient devant les murs, ils grimpaient, voilà. Et après, petit à petit, on a eu développé tout ce qui était cours enfants, avec les parents, des grands-parents qui les emmenaient. Donc, on a dû améliorer la qualité de l'accueil, que ce soit au niveau des canapés, des chaises, des tables et du chauffage, de la climatisation. On a isolé le bâtiment à Gerland. Et donc, c'est toute cette expérience qu'on a eue sur la salle de Gerland qu'on a améliorée, hein, l'expérience client et le service client pour accueillir, pas que les grimpeurs, mais le grand public qui n'ont jamais grimpé. Donc, on a développé tout ce qui est process commerciaux avec des cours découvertes, des cours d'initiation pour les enfants. Et, bon, maintenant, on a 12 000 enfants en course sur nos 30 salles. On a effectivement 320 000 nouveaux clients chaque année. Enfin, sur l'année 2023, c'est 320 000 ou 330 000 qui sont venus pour la première fois à Climb Up. Alors peut-être que c'était des grimpeurs qui étaient chez Vertical Art ou Blockout avant, mais en tout cas, c'est la première fois qu'ils venaient dans notre salle Climb Up. Et c'est la réussite aussi d'avoir plein de cours découvertes qui permettent de faire découvrir la salle, en tout cas l'escalade, au grand public. Et là où ça s'est transformé, c'est le lieu de vie. Et comme je disais au début, c'est la qualité de service où le client ne vient pas que pour grimper, vient pour partager un moment, pour discuter avec d'autres personnes. Et surtout le Covid, où tout le monde était chez soi à être confiné, et ben, les gens ont besoin de ce lien, de ces échanges. Et je parlais du bien-être, l'escalade, c'est un bien-être physique, un bien-être mental, parce que quand on grimpe, on oublie un problème, mais c'est aussi un bien-être qui est social, parce qu'on échange avec d'autres personnes. Et le Covid a montré, a mis en valeur en tout cas ce besoin de bien-être social. Et quand on fait du fitness ou qu'on fait d'autres sports, quand on court seul ou à 2-3, c'est des groupes d'amis effectivement. Mais des fois, tu es seul à faire ton fitness, ton activité, puis après, tu rentres chez toi, tu te douches, tu rentres chez toi. L'escalade, il y a un temps après où tu manges, tu bois, tu échanges. C'est un peu les tiers-temps. Un tiers-temps de sport, un tiers-temps où on se repose entre les blocs, où on se repose en assurant. Et il y a un tiers-temps où on boit un coup, on discute, on refait le monde. Et c'est ce tiers-temps, des fois, qui fait que le client, il va être fidélisé, il va revenir parce qu'il a eu un moment de bien-être, d'échange, qui est pas trop speed. On est souvent dans des boulots où on court tout le temps, où on a des mails, où on a des réunions. Et l'escalade permet de se reposer et de se stabiliser, de prendre un ancrage. Besoin d'ancrage, voilà, c'est des lieux de vie, des lieux de ressources. Qu'est-ce qui fait le lieu de vie? C'est quoi pour toi un lieu de vie, tu vois? Enfin, parce qu'on Voilà. parle de ça depuis tout à l'heure, mais comment on le définit Effectivement, pour moi, c'est un moment où les gens vont arrêter de grimper, de faire du sport et plutôt de partager un moment d'échange, se rencontrer, découvrir des gens. Et donc, il y a des soirées qui sont régulières, hein. On fait à peu près 2 soirées par mois pour faire vivre la salle, comme on dit, pour créer du lien. Et c'est le temps qu'ils vont passer en fait à ne pas grimper, à échanger, à discuter, voilà, à avoir la vie. Et pour ça, c'est aussi qu'on fait des grands lieux. C'est pour ça qu'on se différencie de nos confrères. On a plutôt des grandes salles. Alors la réussite de l'escalade, effectivement, c'est lieu de vie, mais on a des grandes salles avec de la lumière. Ce qui est important pour moi, de la lumière et on va dire du volume. Il y a beaucoup de salles de blocs qui sont petites, assez confinées et assez fermées. Et pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir permettre à nos clients de respirer. L'escalade, normalement, on est dehors, de respirer, de voir de la lumière et d'être dans un lieu agréable. Voilà, donc un lieu de vie, quoi. D'une part par rapport au bâtiment et d'une part par rapport à l'activité où on échange, on partage un bon moment, où on ne fait pas que du sport comme dans un gymnase. Ok. Toute la restauration bar, c'est en propre que vous le faites Oui, oui, c'est toujours en depuis le propre. début? Alors,
depuis le début. Après, on est soit livré par effectivement, des boulangers, donc c'est très local, soit on a des restaurants en propre chez nous, que ce soit les salles Emroc ou la plus grande salle au monde là, qui est à Aubervilliers. On a une salle aussi à Bordeaux avec un restaurant. Mais en tout cas, la plupart de nos salles, c'est plutôt des livraisons quotidiennes de frais, de sandwichs, de salade quinoa, des choses un peu plus diète. Alors, on a toujours des cookies, des crêpes dans certaines de nos salles, des gaufres que l'on vend, parce qu'on a une clientèle très familiale dans nos salles, Mhm. un peu plus familiale que les salles de bloc, qui sont plutôt du 18-35 ans. Nos salles Climb Up, c'est vraiment de 3 ans à 90 ans. Toute la famille, des fois il y a les grands-parents qui viennent, qui se posent. Effectivement, comme tu disais, il y a des tables, des chaises, des gens qui font du télétravail. Sur Paris, il y en a beaucoup qui viennent dans nos salles, donc on a aménagé des grands espaces de détente, qui sont des espaces de Mhm. télétravail, qui sont pris d'assaut dès le matin à 8h30, 9h. Puis après, ils vont manger, ils vont grimper. Voilà. On essaye d'accueillir tout le monde et, dans un même lieu. Pour nous, Ok, une salle d'escalade, c'est un lieu de grimpe, de détente, où on peut manger, on peut travailler, on peut discuter, refaire le monde. génial. Moi, la question maintenant qui me vient, c'est comment tu as développé tout ça? Tu nous as dit, ok, on a fait une salle, donc tu avais toute l'expérience du donc Murmure, enfin Mur de Lyon, transformé en climb up à Lyon-Gerland. Ensuite, d'autres salles qui sont arrivées, une, deux, trois, pour arriver à 30 aujourd'hui. Le foncier, c'est pas quelque chose aussi qui est facile à trouver. Tu as de la concurrence aussi qui est arrivée sur le marché avec plusieurs acteurs. J'ai l'impression que c'est quand même toutefois un milieu de passionnés et qui est à la manière aussi des salles de sport, on va dire sain. En tout cas, c'est bon pour les gens d'avoir un maximum de choix et c'est aussi pardon, des sujets de proximité. C'est-à-dire que tu vas peut-être à la salle qui est la plus proche de chez toi ou en tout cas qui correspond peut-être le mieux à tes attentes, mais qui est quand même proche. Donc comment le développement s'est fait en partant d'une salle? Explique-nous un petit peu. Et ben, effectivement, c'est parti de 2011 où j'ai racheté la salle de Lyon, où j'avais été associé depuis le départ, mais à 0,5%. Et après, j'ai repris effectivement la totalité en 2011. Et l'idée, c'était de faire une salle nouvelle par an. De une, c'est passé à deux, trois, mais c'est des opportunités. On a pris le risque de faire déjà une salle à Aix-en-Provence, mon premier vrai bébé en 2015. Entre-temps, il y a eu des opportunités de rachat d'une salle qui avait fermé à Dijon, Climb Up Dijon, qui est maintenant l'une des plus rentables. Alors elle est petite, hein, une des plus rentables de France. On a eu l'opportunité de racheter une salle à Limoges, pareil, pas très cher, d'un confrère qui voulait s'en séparer, qui est de Toulouse, qui est Solo Escalade. Donc c'est des opportunités. Et puis on a construit Book Bel Air. Ça a été une réussite. Les banques nous ont fait confiance. On a pu dupliquer en agrandissant sur Mérignac en 2018, à Angers en 2019, et ensuite à Mulhouse en 2021. Et, euh, et puis on a levé des fonds, de toute façon, pour faire des salles. Euh, et on a voulu prendre une part de marché, en tout cas avancer et proposer des salles, et pas attendre que notre salle de Lyon nous paye une deuxième salle au bout de 5 ans ou 10 ans. Et voilà. Donc on a levé des fonds, que ce soit au début frais à notre famille autour de moi. Et ça, c'était plutôt 1 million d'euros déjà. Ça nous a permis de faire Book Bel Air. Après, on a levé des fonds avec BPI, la Banque publique d'investissement, en 2017. C'était pour Mérignac et pour racheter des salles sur Bordeaux qui s'appelle Rock Altitude. Et puis après, on a fait une grosse levée de fonds avec Calcium Capital qui a injecté 14 millions d'euros pour effectivement un projet de développement d'une quinzaine de salles. Alors c'est le développement de nouvelles salles et des rachats. Donc j'avais effectivement pré-signé des rachats sur les salles de Marseille, avec les 2 salles grimpées, au Bagne, qui est aussi vers le sud, 3 salles WhatsApp à Lille, et une salle à Confluence et une salle à Chambéry. Et en fait, ça nous a permis d'avoir 4 grandes agglomérations où on a une sorte de quasi-monopole avec 75% de l'activité escalade, hein, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, parce que maintenant on a 3 salles Emroc. On est associé avec Arco sur ces 3 salles. Et puis à Lille avec 4 salles. Donc on a 4 grandes agglomérations où on est voilà, un quasi-monopole. On a des positions fortes et le marché d'escalade se développe, surtout post-Covid, avec on va dire ce bien-être que les Français demandent, ou même les Européens. L'escalade se développe un peu partout. Mais en tout cas, voilà, on a eu le succès de l'escalade, la progression de 15-20% chaque année du marché de l'escalade. Et comme on avait des places importantes dans les 4 grandes agglomérations, on a avancé.
À Paris, on a fait 2 grandes salles, que ce soit Porte d'Italie qui fait 3600 mètres carrés ou Aubervilliers 6500 mètres carrés. Donc on est arrivé à Paris avec des belles salles, grandes salles, lumineuses, agréables, pour accueillir effectivement les Parisiens et avoir voilà, un impact assez fort sur notre marque Climb Up. Et c'est vrai que ces salles sont en progression importante. Aubervilliers, on a 6500 mètres carrés, donc on a encore de beaux jours devant nous. Il y a un métro qui arrive à 50 mètres. Donc, voilà. Et comment Et tu... c'est une prise de risque hein, quand on a fait notre première salle à Ouais. Bouc-Bel-Air. Déjà, il y a 15 ans, je ne savais pas où était Bouc-Bel-Air. Entre Aix-en-Provence et Ouais. Marseille, un village décathlon, donc ça a été très positif. Donc des fois c'est des prises de risque. Hein. Pareil de faire Aubervilliers, c'est un gros investissement, c'est un gros espace, mais à un moment, si l'entrepreneur ne prend pas de risque, il n'y a pas grand monde qui en prend. Et c'est pour ça que voilà, il faut avancer. On a essayé de ne pas faire d'erreur, on a essayé de protéger, donc on y allait petit à petit. Hein. D'abord le mur de Lyon, après quelques salles qu'on a rachetées, Aix-en-Provence, qui est maintenant un peu trop petit. À l'époque, mes confrères disaient que c'était trop grand, mais on a agrandi 2 ans après, on a réagrandi encore il y a 3 ans, parce que la salle a un grand succès, et que voilà, il faut agrandir, et plus nos salles sont grandes, plus elles sont rentables, on le voit, sur le long terme. Alors l'investissement au départ est plus gros, hein. On aurait pu faire 5 salles, on va dire, de blocs, au lieu de faire Aubervilliers. Préféré de faire une grande salle à Aubervilliers. Mhm. Voilà. C'est des Je choix. vois que en fait, tu as des salles qui sont... Enfin, j'ai plusieurs questions du coup là-dessus. Tu as des salles qui sont donc dans des zones plutôt accessibles en voiture, d'autres très urbaines. C'est un choix d'avoir fait un développement comme ça, aussi avec des villes plutôt de taille moyenne. Tu vois, enfin, Arcos, j'ai l'impression, sont plus sur des grosses villes, justement. Là, vous avez fait un partenariat sur Lyon. Vous allez sur quelque chose d'un petit peu plus varié. C'est un Ah, choix stratégique. au début, c'était un peu comme je disais, c'est des opportunités. On a racheté une salle à Dijon, c'était à côté de Lyon, c'était pas très loin. On a racheté Limoges, c'est pareil. Bon, c'était par opportunité. On a eu Aix-en-Provence pour donc Bouc-Bel-Air. Mais le choix, effectivement, c'est des 4-5 grandes agglomérations, hein, Paris, Lille, Bordeaux, Marseille et Lyon. Donc on veut être sur ces 5 grandes agglomérations. On a des grandes salles, donc des grosses zones de chalandise. Et Arcos ou Blockout Vertiard sont aussi sur des villes moyennes. Hein, à Tours, ils ont des salles, ils sont sur Annemasse, sur Nice. Mais Mhm. voilà, on a fait des grandes salles plutôt dans les grandes villes. Et maintenant, on est plutôt à développer même en licence de marque. Alors, nous, c'est plutôt licence de marque franchise. C'est un peu plus adaptable et plus léger en contrat. Mais pour continuer de mailler le territoire français sur des villes plutôt moyennes. Là, on a un projet sur Nîmes, on a fait Saint-Etienne en licence de marque et Nancy. Mais voilà, on veut développer des nouvelles salles en licence de marque avec des porteurs de projets. Il y a de plus en plus de gens, surtout après le Covid, qui ont envie de monter un projet, qui ont envie de partir de Paris, qui étaient des fois ingénieurs, financiers, et qui veulent voilà, monter leur propre entreprise. Et l'escalade est en développement, donc tout le monde se dit pourquoi pas l'escalade. Ouais, pourquoi pas le loisir aussi, parce que moi qui suis un peu dans cette traîne-là, on voit que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, d'attrait pour l'économie du loisir, de se faire Oui, oui. plaisir dans son temps libre, de passer du temps avec ses amis, avec sa famille, d'une manière qui nous sort aussi du quotidien, comme tu le disais, tu disais tout à l'heure, et donc que ce soit parfois par le sport ou par les jeux, il y a des vecteurs là-dessus, et on le voit avec des gros acteurs qui se créent ou se syndiquent, on va dire. C'est ça. Pour moi, c'est pas fini. En tout cas, je sais pas L'escalade, c'est ton. intergénérationnel, donc c'est aussi cet avantage. Hein. Il y a des enfants qui Mhm. peuvent venir grimper avec leurs parents ou avec leurs grands-parents. Moi, je grimpe avec mon père qui a 80 ans, qui fait toujours du 6 et 7A. Ma fille, elle fait aussi du 7A à 15 ans. Donc c'est intergénérationnel, homme-femme. Et on n'a pas besoin de trouver 10 personnes. Pour le foot, souvent c'est 10 personnes hein, pour Ah prendre oui. Moi, je suis trouver un joueur ton. de five, ouais, et c'est chiant, ouais. C'est pas cher, voilà, donc C'est un c'est un peu pain. Si t'as différent. pas d'équipe, si t'as pas de. Le paddle, c'est un peu plus simple, tu as 4 personnes, mais voilà. Donc nous, escalade, c'est assez libre. Tu peux venir à plusieurs, tu peux venir à deux, tu peux venir seul, tu rencontres des gens. C'est vraiment libre. Et donc les gens peuvent venir à l'entrée, au carnet, à l'abonnement. Tout est possible, ou en groupe. Voilà. Une salle. Donc, tu nous parles de Paris sur Bouc Bel Air, sur Aubervilliers, et ce genre de projet. Ça se rentabilise en 1 an, 2 ans. Enfin, rentabilise. C'est rentable, pardon, Ouais. au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Ou Alors, justement, ça, il faut prévoir le matelas.
faut toujours prévoir un matelas de toute façon. Mais Aix-en-Provence, c'était dès la première année. On avait fait un budget, nous, de 580 000 euros de chiffre d'affaires la première année. On a fait 1 million d'euros. Donc, on a gagné de l'argent dès la première année. Hein. Et ça nous a permis effectivement d'avoir la confiance des banques. Après, donc les coûts des travaux entre avant Covid et post-Covid ont augmenté de 20-25%. C'est pour ça qu'on a ralenti la construction de salles d'escalade. On est plutôt effectivement en train de consolider le marché. On a déjà consolidé parce que sur nos 30 salles d'escalade, on en a 15 que l'on a rachetées historiquement. On en a créé 15 ou aménagé 15 salles. Mais le coût de la construction a augmenté et donc le retour sur investissement est un peu plus long effectivement qu'avant. Avant, c'était 1 an des fois. Maintenant, c'est plutôt 3-4 ans. Ok. Et aussi, on préfère des fois mettre plus d'investissement dans la salle parce que la salle, le bâtiment, il faut faire plus de travaux parce qu'il n'est pas en super état. Mais on préfère faire des travaux plus importants, mais d'avoir un loyer qui est assez faible pour avoir une rentabilité sur le long terme. Et donc, en fait, quand tu dois mettre 50% de plus de travaux qu'une salle dans un bâtiment tout neuf, et ben, effectivement, tu fais moins de salles. En tout cas, ton retour sur investissement par rapport à ton capex est plus important, mais ta rentabilité est en tout cas meilleure sur le long terme. Et c'est vrai qu'il y a des confrères, des concurrents qui ont voulu prendre des implantations à Paris avec des loyers élevés, mais en fait, ces salles, elles seront jamais rentables parce qu'elles sont pas très grandes. Elles ont un loyer important et quand tu as d'autres salles autour qui se développent, des fois plus grandes, des fois plus neuves, qui se développent après, et ben c'est une concurrence effectivement dure, difficile pour eux. Ok. Et donc, si on revient à la question, et j'en parlais sur les positionnements, toi, tu n'avais pas de dogme, on va dire, sur des localisations très urbaines, accessibles en transport en commun. Tu as fait aussi par rapport. En fait, on a accès, effectivement, c'est tout le développement qu'on a fait, on va dire, en 2019-2020 avec des rachats, tout ça. Après, on a structuré et on a effectivement défini, et surtout par rapport à l'écologie, tout ça, parce que 40% du CO2 qui est généré, on va dire, par Climbup, c'est les transports de nos clients. Donc, on veut développer plutôt les salles en centre-ville, proche des métros, tramway, donc plutôt dans les grandes villes. Et donc moins de transport, effectivement, de voitures pour l'avenir. Mais on a structuré cela. C'est pour ça que maintenant, on a vraiment un plan d'action de développement bien plus structuré et on sait où on va. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de salles d'escalade. Hein. Dans les années 2000, il y avait 10 salles d'escalade. En 2000, il y avait 10-12 salles d'escalade en France. Donc ça s'est développé effectivement, d'une façon exponentielle. Et c'était des opportunités qu'on avait d'implantation sur des terrains où on devait construire. Voilà, pas mal de premières salles qui sont nées et qui ont un terrain vierge et qui ont été construits, que ce soit Vambrochy en 1998. Alors Lyon, il y a eu des opportunités, mais on a construit des bâtiments et c'était à l'époque des sortes de construction un peu en périphérie où c'était pas très cher, mais maintenant on revient au centre-ville. Mais et des fois il y a des salles qui ont un loyer un peu trop élevé. Alors nous on a la chance d'avoir des grandes salles très fortes. Parce que très attractive. Quand tu as une petite salle et à côté tu as une grosse salle qui s'ouvre, c'est difficile pour la petite salle. C'est des hangars c'est des anciens hangars, c'est ça généralement? C'est quoi comme type de lieu? Non, il y a un petit peu tout, ça peut être des anciens garages, effectivement. À Paris, c'est des fois des anciens garages parce que la ville de Paris limite les voitures. On avait deux projets là-dessus, mais Port d'Italie, nous, c'était plutôt une sorte de bricorama. Enfin, c'était un bricorama normalement. Ce qui n'a pas été réalisé. Après, ça devait être Fitness Park qui devait aménager. Et on a effectivement pris deux espaces qu'on a fusionnés. On a fait un trou pour faire un mur de 10 mètres 50 de hauteur pour initier sur les voies. On a 30 lignes de cordes là-dessus. Donc on a à peu près 180 voies d'escalade proposées tout le temps. Et Aubervilliers, c'était des anciens terrains de tennis. Donc sur un terrain de tennis, tu mets 4 personnes maximum. Ben, les 5000 m² du fond, ça a été loué à Urban Soccer il y a 10-12 ans. Et donc, ils en mettent 10 sur un terrain de tennis. Et nous, on en met sur cet espace quand il y a beaucoup de monde. En tout cas, sur cet espace de 5000 m² avec une mezzanine, des fois, il y a 1400 personnes dans la journée qui passent. Donc, c'est important. Et ça va continuer à grandir. Mais sur une salle de bloc, tu peux mettre 3-4 fois plus que sur un terrain de foot. Hein. La densité elle est assez importante. Tu as une personne qui grimpe, tu as
tu as 10-15 personnes qui regardent. Avec aussi des tarifs, même si tu as des abonnements qui restent, c'est pas cher, en tout cas, enfin c'est pas 5 euros, c'est plus Non, 10, 15 le ticket, c'est ça? voilà, c'est entre 10 et 15 euros pour le carnet de ticket. Mais surtout, on n'est pas limité à l'heure. Un Hmm. terrain de foot, c'est 1 heure. Nous, on n'est pas limité à l'heure. Les gens, effectivement, passent un bon moment. Ils grimpent, à dire, même pas sur du bloc, 10% de leur temps. Le reste, ils sont soit au sol en attendant entre les blocs, soit au resto-bar. Voilà. Donc, en tout cas, c'est notre concept. Ça fonctionne bien. On a un tarif effectivement qui est dans les normes, hein, que ce soit du foot, des activités de loisirs, de standing un petit peu quand même. Ok. Tu, c'est quoi le plus, c'est ce qui a été, si tu veux, le plus dur ou qui est encore le plus dur pour gérer tout ça, maintenir la qualité de service, l'expérience, après, plus business, le groupe à flot si tu veux, mais plus particulièrement sur voilà, la qualité, tu as 30 salles, tu grossis, il y a une marque derrière, comme tu dis que tu franchises, voilà, l'expérience et le kiff justement, moi c'est le sujet que je préfère. C'est un peu le plus dur pour moi, c'est de suivre toutes les salles parce que j'aime bien maîtriser et savoir ce qui se passe dans toutes mes salles, mais c'est aussi le plus dur, c'est de déléguer correctement. Donc des fois, je suis un peu exigeant, ou un peu chiant, mais c'est de pouvoir effectivement être sûr que chacune des salles propose un service client, propose une expérience client de qualité. Donc je fais un peu le tour de nos salles. Après, je suis plus souvent dans les salles très stratégiques, hein, qui sont sur Paris, que sur d'autres salles où j'ai aussi confiance au directeur d'exploitation, au directeur. Mais voilà, c'est plutôt de m'assurer de l'expérience client, de service client. Puis après, on a des réunions très souvent, hein, que ce soit le comité de direction, le comité d'exploitation, pour voir effectivement échanger sur la stratégie, sur des fois les promotions, parce que nos confrères en font beaucoup. Euh, mais de rester en tout cas en contact avec nos clients. On a fait des enquêtes de satisfaction avec nos clients. On a eu 17 000 réponses, c'était l'année passée. On analyse tout ça, on essaye de voir ce qu'on peut améliorer. Et puis moi, c'est d'anticiper l'avenir, hein. Mon boulot, on va dire, c'est d'anticiper l'avenir, que ce soit les nouvelles salles, les nouveaux projets, voilà, d'acquisition, de fusion, des choses comme ça, quoi. Et c'est combien de personnes pour apparter une salle à peu près en moyenne enfin, on Oui. va dire pour 1000 mètres carrés avec la restauration, tu as combien de personnes? Alors, Je je sais dirais pas si c'est un bon que ratio, hein. avec restauration ou pas restauration, c'est à peu près 10 personnes s'il n'y a pas de restaurant. Plutôt Ouais. 15 quand il y a un restaurant, comme les salles Emerauc, 15-20 personnes même, pour les grosses. Et les plus petites salles, voilà, c'est 10 personnes, entre 7 et 10 pour les plus petites. Et puis après, jusqu'à 40 personnes sur Aubervilliers où il y a un restaurant, 35 ou 37 à Port d'Italie, qui est la plus grosse salle Hmm. d'escalade, hein, en termes de chiffre d'affaires, hein, de toutes les salles en France. C'est celle qui fait le plus gros chiffre d'affaires escalade. Et puis il y a l'île Centre aussi, il y a une trentaine de personnes, donc on a de Ouais. très grosses salles. Voilà. C'est moitié-moitié avec la restauration, quoi, à peu près. Non, on a plutôt un quart avec de la restauration et Des voilà, après la employés? restauration représente 30-35% de l'activité dans ces salles-là. Ok, Sinon, c'est à peu près 15%. ok, très bien. Et moi, ce que j'ai comme question, c'est toi aujourd'hui, tu nous parles du futur, du développement et ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te plaît? Tu vois, tu nous as parlé tout à l'heure des panneaux digitaux, effet de mode ou pas, justement, à toi de me dire, avec justement les LED qui s'allument et ce genre de choses-là. Qu'est-ce que tu vois bouger dans ton milieu ou dans le milieu justement du loisir et du temps passé à se faire plaisir, que ce soit seul, entre amis ou en famille? Qu'est-ce qui drive le futur de potentiel, en tout cas de Climb Up, dans la tête de François? Bah, moi, c'est les innovations un peu soit techniques, hein, pour le service client toujours, hein, pour qu'il y ait des passes rapides qui soient plus fluides, pas que parce qu'on a 2 tiers ou 3 quarts de nos clients, c'est des gens qui ont des carnets, des abonnements, donc des passes, qui puissent rentrer de façon plus fluide, mais toujours humaine. Faut pas qu'il y ait comme, on va dire à Basic Fit, un, un Une tourniquet tourniquet? Ouais. métallique, tout ça, voilà, il faut que ça reste fluide, qu'il y ait un contact avec le collaborateur, qui ait le sourire toujours, mais que ces gens-là puissent avoir voilà, un service plus rapide s'ils le veulent. Il y a bien des gens chez EasyJet qui payent
le Easy Pass en tout cas pour monter plus vite dans l'avion et descendre peut-être plus vite de l'avion, mais l'avion il arrive toujours à la même heure, hein, que ce soit pour tous les clients. Alors que nous, la personne qui attend que des nouveaux clients remplissent leur fiche d'autonomie, non autonomie, eh ben, si le porteur de passe peut gagner 5-10 minutes, c'est toujours ça de prix, c'est surtout une valorisation pour le client et pour inciter les autres à prendre un pass aussi, pour avoir cet accès plus rapide. Ça me rappelle quand j'étais à l'INSA où j'avais les fils rapides pour pouvoir aller manger plus vite et pour aller faire du sport. Euh, et puis après, l'innovation au niveau des structures, mais déjà les murs d'escalade ont changé, hein. Il y a par exemple 20 ans, c'était des murs très déversants pour faire du physique, et puis maintenant c'est plus de la technique verticale, léger des verres, mais plus technique. Et c'est pour ça qu'on attire un peu plus de femmes sur nos murs. C'est un peu voilà, plus technique, plus agile. Et voilà, on travaille aussi avec il y a Thomas Ballet qui avait fait du Ninja Warrior, donc il travaille avec nous comme ouvreur. Et l'ouverture des blocs a changé, hein. Entre l'ouverture il y a 20 ans, c'était de la tenue de prise, et l'ouverture maintenant, c'est plus de la coordination, des doubles jetés, de la fluidité. Donc ça change. Et on essaye en tout cas avec Climb de proposer toujours cette diversité d'ouverture, parce qu'il on va dire des anciens comme moi qui aiment bien ce qui est tenue de prise. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est coordination. C'est pas mon fort par rapport à des jeunes de 15-16 ans, mais il faut de tout, en tout cas, pour satisfaire. Et le fait de proposer des grandes salles fait qu'on va proposer des espaces de blocs, avec des blocs variés, puisqu'on a des fois 150 ou 200 blocs en même temps à proposer. On aura des espaces voies, des espaces enfants. Donc, ce qui compte, c'est de pouvoir proposer toutes les facettes de l'escalade, bloc, voie, même on a des voies de vitesse, enfants, fun climbing ou parcours aventure dans la salle de Lyon, à Confluence, à Bouc-Bel-Air. On a à Paris, on a aussi des parcours aventure, donc d'essayer de proposer toutes les facettes de l'escalade et d'essayer d'innover encore sur des nouveaux. Voilà, on travaille on a un aspect aussi, on va dire RCE ou vertueux. On travaille sur de l'accueil de personnes à mobilité réduite, avec des partenariats, voilà, qu'on essaye de faire, même si c'est pas une grosse activité, mais en tout cas, on essaye d'être plus vertueux, plus accessible. C'est dans nos gènes. Voilà. Ok, et post-Covid, là, c'est quoi l'activité qui croît le plus? Et du coup, peut-être celle dans laquelle tu crois le plus. Tu nous as parlé des parcours enfants, de l'interactivité. Ou est-ce que c'est le bloc? Est-ce que c'est la voix? C'est le bloc, effectivement, qui se développe. Après, le bloc, il y a un gros turnover, hein. Il y a, les gens, au bout d'un an, en tout cas, on voit sur les abonnés, il y a déjà la moitié qui sont plus abonnés après un an. On fidélise beaucoup plus avec les voix. Donc il y a un transfert, on va dire, du bloc aux voix. C'est pour ça qu'on propose les deux dans nos salles d'escalade. Et après, c'est tout ce qui est enfant. Il y a eu les championnats du monde en 2022. Il n'y a pas eu l'effet JO en 2021 hein, avec Tokyo. En 2022, il y a eu un gros effet. Puis c'était à la fin de la période Covid, parce que post-Covid, ça a été dur, où les gens devaient encore venir avec le masque dans nos salles de sport. En septembre 2022, il y a eu un gros essor. Et puis là, on pense qu'il y aura. Voilà, on sent déjà l'effet JO. On a 3-4 athlètes français qui seront au JO à Paris. Il y a 2 médailles hein, entre bloc voile combiné et la vitesse. Et voilà, je pense qu'il y aura une grosse médiatisation, un enthousiasme sur l'escalade. Parce que les places, en tout cas, de l'escalade, du judo ont été prises d'assaut. Donc ça montre que beaucoup de gens veulent aller voir l'escalade et que c'est un sport en plein développement. Voilà. Tu fais sortir maintenant tu reviens à tes premiers amours, tu fais sortir les gens des salles. C'est un peu une tendance aussi de l'outdoor camps ou ce genre de choses-là. C'est depuis quand ça? Quel est le but? Ouais. Non, c'est depuis longtemps. Depuis 20 ans, en tout cas, on essaye que les salles d'escalade soient des tremplins vers l'extérieur. À l'époque, moi, je faisais des voyages avec Murmure, que ce soit en Jordanie, au Maroc, dans le Hogar, avec des clients, mais c'était une petite minorité. Ensuite, tous nos cours adultes ont une sortie extérieure pour faire découvrir l'extérieur, que ce soit. Alors maintenant, c'est plutôt que de l'escalade en falaise. Avant, on faisait falaise, via ferrata et canyoning. Donc après, on fait des sorties optionnelles, soit canyoning, via ferrata ou falaise. Les stages enfants, c'est pareil. Ils ont des sorties à la fin de l'année pour leur faire découvrir. Et cette année, on a fait effectivement un outdoor camp by Climb Up pour proposer à nos clients de venir passer un week-end dans le sud. C'était à Orgon.
C'était marrant, c'est là où j'avais fait mon 8C+, en 1995, en 94 même, donc il y a déjà 30 ans. Mais donc on a rassemblé 200 personnes à peu près qui ont... Là, on a en plus fait la présentation ce matin à notre comité de direction des retours. Et il y a 100% des gens qui recommanderaient l'Outdoor Camp à leurs amis. Une note de Ok. 4,9 sur 5 voilà, de satisfaction. Tout le monde était très très content. Ils ont même trop grimpé. Ils n'ont pas assez fait la fête derrière parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde le soir à 22h. Ils étaient déjà, on va dire, fatigués, couchés. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience qu'on va reconduire l'année prochaine. Ce sera début avril. Voilà, donc on a ça, puis on a Climb Up Évasion, c'est des séjours, plutôt en France. Pour l'instant, on part pas plus loin pour souci un peu d'écologie, mais des séjours dans le Vercors, des séjours dans les Calanques qu'on va faire avec mon frère. Voilà. Ok. Et pourquoi qu'une fois par an, l'outdoor? On a déjà fait un test. Voilà, faut y aller doucement. Là, ce matin, donc mes directeurs d'exploitation ils disaient ben, moi aussi je vais en faire un vers Bordeaux ou dans l'ouest, un autre un peu dans le nord. Voilà. Mais c'est beaucoup d'organisation quand même, beaucoup de travail. Et Ouais, donc c'est de l'année l'événementiel, prochaine, ouais. on en fait un. Et après, on verra si on les duplique par région, plutôt par région. Mais si c'est. Voilà, on n'avait pas. D'ailleurs, c'était à Orgon, près d'Aix-en-Provence. Donc, on n'a pas eu beaucoup de monde de la salle d'Aix-en-Provence. Parce que les gens peuvent y aller avec des amis, des copains. Mais en tout cas, 75% de nos clients qui sont venus à l'Outdoor Camp, c'était des clients qui ne connaissaient pas vraiment la falaise et comment grimper en falaise. Beaucoup de gens de salle de bloc qui veulent découvrir la falaise et ça fait que ça fidélise nos clients, donc c'est très positif. Mais de faire des outdoor camps à côté d'une salle d'escalade, où les gens ils vont y aller avec leurs amis, voilà. Les sorties qu'on Mhm. propose dans nos salles d'escalade, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, que l'on fait. Il y en a 5-6 par an à Gerland. Mais il y a tellement voilà, de gens entre eux qui peuvent y aller naturellement sans payer Climb Up voilà, qu'on n'a pas besoin d'en proposer beaucoup. C'est pour ça que c'est un tremplin vers l'escalade, c'est un tremplin vers l'extérieur, mais le tremplin il est naturel avec des amis que tu rencontres à la salle. Et voilà, ce qui compte, moi, c'est que des gens puissent aller dehors, mais ce qui compte, c'est qu'ils soient très, on va dire, autonomes voilà, pour la sécurité. Si tous nos clients, parce qu'on a, maintenant, on a 3 millions à peu près de clients, en tout cas dans l'escalade, dans les salles urbaines, mais s'ils vont tous à l'extérieur, il y aura beaucoup d'accidents parce qu'ils ne sont pas tous autonomes pour grimper en tête. On a un escalade naturel, ils grimpent en tête. Nous, on en a moins que la moitié qui sont autonomes en tête, hein. Il y a beaucoup de salles de bloc aussi, mais voilà, on ne peut pas tous les emmener dehors comme ça. Ouais. Grimper en tête, c'est du coup mettre la première corde Ouais, ils mettent la corde dans les dégaines. sur une voie qui est Nous, déjà tracée. voilà, faut assurer la personne qui grimpe en tête, faut savoir lui donner du mou, ramener le mou, assurer une chute. Quelqu'un qui tombe de 3-4 mètres de haut, ben, ça peut faire peur, donc t'as pas les bonnes réactions. C'est pas comme à l'intérieur. À l'extérieur, des fois, tu as des vires, t'as des endroits qui sont plus ou moins dangereux. Moi, je préfère en tout cas grimper dans des dévers parce que quand tu tombes, tu tombes en l'air, là, donc t'es amorti par ta corde, t'es pas amorti par une vire ou par le sol. Donc voilà, ce qui compte, c'est de faire découvrir l'extérieur, mais en toute sécurité. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de moniteurs qui encadraient l'outdoor camp. Nous, c'est un maximum de sécurité à Climb. Ok, ouais, j'ai fait ça il y a pas longtemps, moi, pour la première fois de l'extérieur. Je suis pas un grand grimpeur, mais c'était très cool Ah bah c'est beau hein, de quand tu es dans tester des ce genre de. paysages merveilleux, hein, que ce soit dans Ah le sud ouais. de la France, les Calanques, puis après à l'étranger, comme Madagascar ou autre, c'est des paysages fabuleux, mais il y a un risque effectivement voilà, plus important qu'en salle, où tout est normé, il y a des matelas au sol, il y a les points d'ancrage qui sont tous les mètres 50, donc tout est normé, quoi. Ok. Tu progresses comment? Comment tu te réinventes et progresses de ton côté? Alors j'essaye effectivement d'apprendre, j'écoute beaucoup. C'est peut-être le fait d'avoir été champion d'escalade et en fait pour être champion il faut se remettre en cause. À chaque fois, même si tu as gagné la compète 15 jours avant, la compète d'après t'es pas sûr d'aller en finale. Donc il faut toujours savoir rester humble, euh, toujours s'améliorer. C'est un besoin d'exigence, un besoin d'excellence. C'est une de nos 6 valeurs, hein, l'excellence, mais effectivement pour s'améliorer. Et moi, c'est plutôt de bien m'entourer, que ce soit par des collaborateurs, par des conseils. Il faut essayer de bien s'entourer parce que le groupe a grossi. Effectivement, on est passé d'une salle
il y a 10-11 ans à 31 salles. On a ouvert une salle il y a 10 jours au Mans, en licence de marque. Donc c'est pas le même boulot d'être directeur, on va dire, que d'être voilà, patron d'un groupe de 30 salles, de 550 collaborateurs. Donc il y a des strates, directeur d'exploitation, voilà. Et donc il faut que chacun puisse travailler de façon responsable et impliquée. Et c'est pas la même organisation, pas le même. Donc faut être bien entouré, écouter les gens et puis à un moment être un peu plus effectivement plus ferme. Je suis assez bon pour motiver les gens, pour être positif, pour dynamiser et inspirer les gens. Et puis voilà, je me suis entouré de personnes qui étaient plus rigoureuses que moi, plus exigeantes que moi pour être voilà, plus structuré sur le groupe. Parce que maintenant on a des comptes à rendre à des investisseurs, tout ça, donc on a tout structuré. Et c'est un autre métier. Mais heureusement, voilà, j'ai réussi à bien m'entourer et on est complémentaires en tout cas dans la direction de Time Up. Ok, vous êtes combien du coup? T'as combien de personnes avec toi qui gèrent et leur poste c'est Bah, en fait, on a, sur le comité de direction, on est 10-11, et il y a 4 directeurs d'exploitation, après il y a DRH, directeur général adjoint finance, j'ai 2 directeurs généraux, plutôt IT et l'autre marketing. Voilà, puis après on a un poste de directrice marketing RSE, et puis après il y a le directeur, mais donc directeur de la communication, tout ça. On est assez bien structuré et plutôt passionné par l'escalade. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui nous resserre. c'est nécessaire d'un côté? Bah, au niveau comptable et RH, pas besoin d'être passionné d'escalade. Ce qui compte, c'est de bien Non. faire son boulot et d'être passionné par son boulot ou voilà, de bien faire son boulot. Mais en tout cas, dans ce qui est communication commerciale, effectivement, il faut bien comprendre notre activité, nos clients. Et Ok. T'as un fonds de data, je vais finir un peu là-dessus. Là, tu as un fonds de dotation aussi. oui. Euh, Explique-nous un peu ça, d'où ça vient, quelle est l'idée derrière. Parce que j'imagine Alors, que c'est pour des initiatives qui permettent de faire progresser le milieu, alors c'est donc pour soutenir, permettre. pas pour essayer le milieu, c'est pas technique ou innovation, hein, c'est plutôt pour soutenir des actions sociétales, sociales en France, euh, liées à l'escalade. Donc il y a eu un rééquipement de falaises facile hein, en Ardèche. Il y a eu une aide pour souvenir des écoles de Marseille à aller dans les calanques, grimper en initiation avec des guides ou des moniteurs d'escalade. Il y a eu des lycéens de Brest qui sont allés à Chamonix découvrir la montagne aussi à l'UCPA. C'est plutôt à Lille aussi et puis à Lyon. Donc on essaye de soutenir les actions un petit peu dans les 5 agglomérations où on est présent. Mais c'est pas pour venir grimper dans nos salles, c'est plutôt pour découvrir le monde extérieur, l'escalade, le monde de la verticale qui ne pourrait pas faire sans notre soutien, quoi. Voilà. Que ce soit des personnes à mobilité réduite, des personnes en besoin, donc c'est plutôt des soutiens à des associations. Mais ça, c'est une idée. Au début, c'était par rapport au tremblement de terre qu'il y a eu au Pakistan, parce que j'étais au Pakistan en 2005 pour faire la tour de Trango, une voie très très dure avec mon frère Stéphanie et Christophe Dumaret. Et puis 2 ans après, il y a eu un gros tremblement de terre. Donc là où on était passé, tout était dévasté. Donc il y avait des assos qui demandaient des sous, j'avais donné des sous. Puis là, je me suis dit, bah, il faut quand même que Climb Up, on puisse soutenir des actions. Voilà, donc on a créé ce fonds de dotation. C'est un de mes directeurs généraux qui avait aussi cette idée. Donc on est plutôt voilà, 2-3 personnes physiques plus Climb Up à, à mettre de l'argent. Voilà, on met à peu près 30 000 euros chaque année pour soutenir des actions. C'est juste pour fierté, hein, par fierté et d'essayer de se lever des fois en étant content. Alors on a quand même soutenu une action sur Ataria, qui est la mecque un peu de l'escalade, un peu le Fontainebleau des grandes voies, mais au Maroc, et pour mettre des panneaux solaires, pour en fait mettre de l'eau courante dans des gîtes, parce qu'en fait, voilà, c'est des petits villages qui sont développés avec l'escalade, avec le tourisme, mais pas encore assez. Et la qualité des fois de service ou de l'eau n'est pas top. Donc des fois on tombe malade. Donc on essaye d'améliorer la qualité sanitaire et hygiène. Je t'entends plus.
T'as ton son coupé. C'est bon, il y avait un petit souci. Désolé. Je disais, pour finir ce podcast, merci beaucoup pour tous tes partages. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs, des passionnés du loisir, du plaisir, justement, comme on disait, pour se lancer là-dedans, pour opérer mieux des expériences pour tout public, ou peut-être des conseils entrepreneuriaux. Voilà, je te laisse le micro sur ce que tu veux nous partager là-dessus. Ah ouais, bah, non, mais c'est en tout cas une belle aventure d'être entrepreneur. Après, il faut pas baisser les bras. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est plutôt positif. Pour aller au sommet d'une voie ou du Mont Blanc, à des moments, faut trouver des fois des solutions et être déterminé, avoir envie d'aller au sommet. C'est important. De pas avoir peur de faire des erreurs. À un moment, en France, on a souvent peur de, de faire des erreurs, de faire des bêtises, mais ça bloque les énergies. Il faut avancer, il faut avoir des idées et puis essayer de les mener. C'est ce que je dis à toujours à mes collègues, en tout cas mes collaborateurs, allez-y, avancez, ayez des idées, parce que c'est ça qui va nous faire avancer, c'est ça qui fera avancer toutes les entreprises, Apple, tout ça, toutes les entreprises qui ont continué à avancer, c'est des idées, de ne pas avoir peur de l'échec. En France, on a peur de l'échec, on a peur aussi de la réussite, c'est pour ça que il faut être fier de réussir et fier d'avancer, de ne pas baisser les bras, voilà, d'être des fois d'être solide. C'est une belle aventure, mais il faut être quand même assez costaud. Et puis c'est une belle aventure d'entrepreneur, d'avoir des idées, de pousser des gens, de faire avancer. Pour moi, c'est ça qui est de faire avancer. Le Covid a été dur parce que c'était un moment où on était tous bloqués. On n'avait plus à faire vivre nos salles, à faire créer du service de l'expérience client. Nos salles étaient fermées, c'était triste. Mais en tout cas, il faut être heureux de faire ce que l'on a envie de faire et de se lever le matin avec du plaisir pour faire les choses bien. Pour moi, c'est le plaisir qui anime. Donc, faire confiance aux gens, c'est effectivement dans nos valeurs, la confiance, le respect. Le respect, c'est aussi une base dans le business quand même, pour avoir des bonnes relations sur le long terme et d'essayer d'être excellent. Alors, c'est depuis longtemps que je suis effectivement dans ce domaine-là. Des fois, je suis trop exigeant avec moi-même ou avec d'autres, des fois un petit peu chiant, mais il faut essayer d'être exigeant. C'est les ingénieurs, ça. Pardon ? C'est les ingénieurs INSA, non ça, moi, j'en connais d'autres et moi aussi. Ouais. L'ingénieur être champion, des fois, c'est pas facile à gérer. Yes. Ok, bon, merci beaucoup pour cette heure passée ensemble, pour toutes ces belles paroles, ce témoignage du développement, de l'expérience que vous avez créée et qui continue à être créée en franchise, en propre et avec plein de nouveautés peut-être dans les prochaines années. On te souhaite le meilleur, on viendra vous voir, en tout cas pour ceux qui écoutent encore plus dans vos salles, je l'espère. Et puis peut-être que certains, comme moi d'ailleurs, découvriront l'escalade un peu mieux dans les prochains mois et années. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Morgane. Et puis effectivement, l'escalade, c'est pour tout le monde. Nos salles d'escalade sont vraiment adaptées à tout le monde, à accueillir tout le monde, de 3 ans à 97 ans. Hommes, femmes, enfants, personnes à mobilité réduite. Il faut juste savoir ça, c'est vraiment un plaisir pour tout le monde. Ok, on reviendra avec plaisir. Merci Morgane. Allez, merci à toi, salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.